ce colloque m'a permis de retrouver des tas d'anciens copains de l'astrophysique et m'a permis de voir M. Jean-Claude Pecker, pour lequel nous avions une immense amitié et un grand respect. C'était un grand monsieur et c'est toujours un très grand monsieur. Voilà. D'autre part, je voudrais remercier ceux qui se sont impliqués dans ce colloque, que je trouve une réussite parce que c'était scientifique, mais c'était surtout très amical. Et ça n'a pas de prix. Donc, je voudrais vous parler de choses plus légères. Vous avez eu les neurones qui ont été bien remués tous ces jours-ci. Donc, moi, je voudrais vous parler de choses plus drôles. De la vie de Michel, qui n'était pas un gars triste. Il était sérieux, mais pas triste. Et il avait donc des qualités et des défauts. Alors, je ne sais pas si Roger Quérel est là. Roger, bonjour Roger. Me permettez-vous, mon cher Roger, de parler de votre épouse? Voilà, nous avions de grands amis qui s'appelaient Roger et Giusa Quérel. C'était un couple un peu à la Hénon. Monsieur Roger Quérel étant un grand calme olympien, et Madame Giusa Quérel étant l'Etna, le Vésuve et le Stromboli réunis. Alors, c'était un petit peu ça. Hein. C'était une Italienne, Giusa, oui, c'était italien. Mais on s'entendait très bien, et j'ai une pensée très émue pour Giusa qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, un peu avant Michel. Ça nous a fait beaucoup de peine. Donc, je voudrais raconter une petite histoire. Comme je vous ai dit, ça va être plutôt du léger. Hein. Moi, les équations, ce n'est pas mon truc. Je compte à peu près 2 et 2. Solène, ça fait combien? Soleil, combien ça fait? 4. Eh bien, ma petite fille compte mieux que moi. Je pensais que ça faisait 6. C'est bien. Bon, donc, non, je compte très mal. Ce qui mettait Michel dans des rages folles, parce que quelquefois, je lui disais, « Oh, dis donc, 25 et 20, là, ça fait combien ?» Et il me disait, « Ah non, là, t'exagères, tu cherches. » Bon. Et puis, quelquefois, oui, il disait, « Elle m'énerve. » Bon, c'était vrai. Alors, pour en revenir à notre ami Giusa, je ne savais pas combien de temps me serait alloué, donc j'ai fait des petits papiers un peu à mon style, qui n'est pas du tout le style de Michel ou de ces messieurs qui ont fait Voilà, moi, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu le feu d'artifice. Bon, Michel était absolument imperturbable en toutes circonstances. Et je vais donc narrer ce qui s'était passé avec Giusa. Dans les années 60, tout le monde était passionné par les ovnis, les extraterrestres et tout ça. Et tous les copains de l'astro lui avaient dit, Michel, fais-nous un petit topo sur ça, nous dire ce que tu en penses, si ça existe, si ça n'existe pas. Michel, ce n'était pas un spécialiste, mais il l'avait fait gentiment pour les copains. Et on est arrivé dans cette salle de l'astrophysique en longueur. Il y avait donc l'estrade. Michel avait sa craie et, bien entendu, il était incapable de faire une démonstration sans une craie. Et il était là, il fait son discours. Et à un moment, il a dit, comme l'a démontré Cocconi, et là, il y a eu un geyser qui a jailli et qui a dit « Cocconi » d'une voix stridente. Et tout, c'est pas vrai, hein, Roger, c'était du Giusa à l'état pur, ça. « Cocconi » Et on a tous éclaté de rire. Michel était avec sa craie, imperturbable. Il n'avait pas un cil qui a bougé. Et puis, Giusa s'est rassise et Michel a continué. Comme je vous le disais, Cocconi a donc... Et à la sortie, je ne vous dis pas l'engueulade qui s'est fait passer par Giusa. « Michel, quand tu cites quelqu'un, tu le dis comme il faut !» Et Michel lui a répondu, « Giusa, je suis désolé, mais je ne parle pas italien. » Et voilà. Donc, ça a été la petite histoire avec Giusa. Et j'en ai une autre à propos de Giusa que je ne connaissais pas avant cette histoire. C'était à la naissance de ma fille Isabelle, qui est là, un 7 janvier 65. Il faisait un froid de canard. Et Michel, le matin, était arrivé à l'astrophysique et avait dit « Je suis bien content, j'ai une petite fille. » Et à midi, je vois
la porte de la clinique qui s'ouvre. Je vois rentrer en trombe un gnome, parce qu'il faisait un froid de canard, encapuchonné, et qui dit « Et il est où ces bébés ?» J'avais ma fille contre moi. Ah, je me suis dit « C'est une bonne femme qui est en mal d'enfant, elle va me piquer ma fille. » Et j'ai enfourné mon Isabelle sous les draps. Et à ce moment-là, le gnome a enlevé sa pelure et m'a dit « Je suis la femme des Roger Querelle. » Ah, bon Dieu ça. Alors j'ai ressorti ma fille, elle a poussé ses manches, et elle a tapé le bébé, elle l'a bisouillé dans tous les sens. Voilà, c'était Isabelle qui a bien grandi depuis. Mais ce qui était encore plus drôle, parce que là j'en reviens à Michel, c'est que l'après-midi, tous les copains de l'astrophysique, parce qu'il avait beaucoup d'amis, je crois, vraiment, je peux dire des amis, sont tous arrivés avec des bouquets de fleurs. Si bien que la petite infirmière à qui je demandais tout le temps un vase me dit « Madame Hénon, lequel c'est le père ?» Alors je dis ben, « C'est facile, c'est le seul qui n'a pas de fleurs. » Et je peux vous garantir qu'en 50 ans, il ne m'a jamais offert une fleur. Ce n'était pas dans ses idées. D'abord, il n'en avait pas. Pour ce genre de truc, ce n'est pas lui. Donc, je remercie tous les copains qui sont arrivés avec des fleurs. Ça a comblé un manque de 50 ans où je n'ai pas eu de fleurs. Voilà. Ça, c'était pour son côté intransigeant. Imperturbable. Après ça, je voudrais parler de son intransigeance parce que Pierre vous a montré des photos de notre mariage. Et ça a été assez rigolo parce que mes beaux-parents étaient très protestants, rigides. On ne rigolait pas. Et quand Michel leur a dit bon, « pas question que je me marie au temple », ça a été la révolution dans la famille Hénon. Alors j'ai dit à Michel, écoute, fais un effort pour se marier au temple. Ah, il m'a dit, mais pas question, je ne peux pas. Non, moi, je ne crois pas en Dieu, je ne vais pas aller me marier au temple. Alors j'ai dit, écoute, on va aller voir M. Gagné, qui était le pasteur, qui était un homme absolument charmant, d'esprit très ouvert, comme vous allez le voir. Et M. Gagné, on lui a expliqué le problème. Et M. Gagné, qui aimait beaucoup mes beaux-parents, qui connaissait bien Michel, Michel lui dit, moi, M. Gagné, je ne veux pas dire que je m'engage devant Dieu, je ne crois pas en Dieu. Il n'y a jamais cru. Hein. De toute façon, il n'est jamais revenu sur ses positions. Et donc, M. Gagné lui a dit, bon, tu veux quand même te marier au temple? Alors j'ai dit, oui, on voudrait faire plaisir à nos parents. Alors, M. Gagné a fait quelque chose d'inouï. Il a réécrit toute la liturgie du mariage pour nous. Je crois que nous sommes les seuls au monde à avoir une liturgie où pendant 1 heure ou 1 heure et demie, on n'a pas entendu le mot de Dieu prononcé. Et ça a été extraordinaire parce que personne ne s'en est aperçu, même mes beaux-parents. Donc, je peux dire qu'on avait réussi notre coup, ce qui expliquait pourquoi on est tellement hilar quand on sort du temple, parce qu'on a été mariés bien comme il faut, mais sans Dieu. Voilà. Donc, tout le monde était content. Donc, voilà, ça c'était pour son côté intransigeant. Après ça, donc, le côté imperturbable. J'ai fait quand même un petit topo parce que je pars un peu dans tous les sens autrement. Après ça, il n'avait pas beaucoup d'idées, comme je vous l'ai dit. Alors, un jour, nous venions d'arriver à Nice, et c'était l'été 68, 69, oui. Et un jour, il rentre et il me dit, tiens, avec Philippe Delâche, Madame Delâche étant là, que je remercie, d'ailleurs pour son soutien jusqu'au bout pour Michel, il me dit, avec Philippe Delâche, on va aller passer la journée à Oron, faire du ski. Bien. Alors, comme on venait d'arriver, je ne savais pas où étaient les affaires, il me dit, où sont mes affaires de ski? Je lui dis, dans tel placard. Il va chercher les affaires de ski. Et puis moi, je ne m'en occupais pas, j'avais autre chose à faire. Je le laisse préparer ses affaires. Je lui dis, je te fais tes sandwichs, oui. Il part et le lendemain soir, il rentre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es foulé la cheville? Oh non, mais j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Oh, toute la journée, j'ai eu mal aux pieds. Et je lui dis, t'as skié toute la journée en ayant... Eh ben oui. Et tes chaussures? Je lui dis, tu les as prises où, les chaussures?
ben, dans le placard, là. Ouh là là, j'ai dit, j'ai compris. J'ai compris. Il m'a dit, mes chaussures de ski ont rétréci. Non, elles n'avaient pas rétréci. Mais il s'était complètement planté, il avait pris les miennes. Alors, comme je chose du 37 et lui du 43, vous n'avez qu'à voir l'état de ses pieds quand il est rentré. Et c'est pour dire qu'il n'avait pas d'idée, lui dire, mais enfin, tu n'as pas eu l'idée d'enlever tes godasses, de les mettre dans le coffre de la voiture de Philippe et d'aller te louer une paire de chaussures. Ben non. Ah, il m'a dit, ben non, j'y avais pas pensé, c'était mes chaussures. Voilà. Ça, c'était le côté un petit peu... s'il n'avait pas sa bonne femme derrière lui pour lui dire ce qu'il fallait faire, il était perdu. Donc, ça, le coup d'échec. Alors, après, je l'appelais Cosinus, parce qu'il avait tellement les pieds en purée que je lui avais pris une bassine d'eau, puis il est resté pendant 2 heures avec les pieds dans la bassine d'eau pour voilà, faire un bien. Alors après, j'ai dit, ben, voilà, c'était vraiment le savant Cosinus. Après ça, alors là, c'est une autre histoire drôle. André a parlé de la... Pardon, excusez-moi. André a parlé de la piscine. Alors effectivement, quand on a eu notre 4e enfant, j'ai dit, plus possible d'aller à la plage, c'est trop fatigant avec 2 bébés. Bon. Et on a acheté une piscine. Alors cette piscine, je vous la décris parce qu'elle a son importance. C'était une piscine avec 2 grands arcs de cercle, comme ça, et 2 petits quarts de cercle, donc piscine plutôt ronde. Les enfants se sont bien baignés, les petits copains se sont bien baignés, les aînés de mes petits-enfants se sont bien baignés. Et puis, le liner a lâché, donc plus de piscine. Puis sont arrivés 6 autres petits-enfants. Et j'ai dit, c'est quand même idiot qu'on n'ait plus la piscine pour les petits-enfants. Alors, on va racheter un liner. Oui, mais entre-temps, on ne faisait plus la même piscine. Donc, impossible de retrouver un liner. Michel gentiment avait cherché partout, pas de liner. Puis un jour, je vois à Saint-Raphaël, vente de liners. Je lui dis, Michel, samedi, on va acheter un liner. Il me dit, c'est pas la peine, on ne trouvera rien. On va acheter un liner. On arrive à Saint-Raphaël, effectivement, pas de liner rond. Ben, je lui dis, écoute. Ah, c'est. Je peux prendre un petit peu d'eau, là. Comme je suis très bavarde, j'ai très soif. Alors, nous allons à Saint-Raphaël. Évidemment, pas de liner rond, des liners rectangulaires. Et Michel me dit, bon, ben, ça va pas, ça va, on repart. Ah ben, je lui dis, non, je suis venue pour chercher un liner, on repart avec un liner. Il me dit, mais tu vois bien, c'est pas possible. Il n'y a que des ronds, il n'y a que des rectangulaires, et nous, notre piscine est ronde. Je ne veux pas le savoir, je voulais un liner, je repars avec un liner. Et je lui ai fait acheter un liner rectangulaire en pente à mettre dans une piscine ronde et à plat. Vous n'avez qu'à essayer de voir ce que ça pouvait donner. Pour le scientifique qu'il était, tout le chemin du retour, il était là, il avait son petit papier, son petit carnet, il faisait des petites... Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Mais si, ça marchera. Pourquoi veux-tu que ça ne marche pas? Ah, mais ce n'est pas possible. Tu ne vas pas mettre un liner rectangulaire dans une piscine ronde. Je dis, il faudra bien que ça marche. Moi, j'ai besoin d'une piscine et ce liner, on va le mettre. Et on l'a mis. Et je me souviens, il était consterné quand on l'a eu mis, que ça a marché. Il le regardait et il a dit, mais cette bonne femme est incroyable. Elle défie toutes les lois de la physique et le pire, ça marche. Et la piscine est encore en service. Mes petits-enfants peuvent vous le dire. L'année dernière, on a fait nos 50 ans de mariage et tous les petits-enfants ont barboté dedans. Donc, vous voyez que la physique, dans certains cas, ça sert, mais dans d'autres, ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. En ce qui me concerne. Donc, ça l'avait... Et puis, voilà. Puis, je ne veux pas vous monopoliser trop longtemps. Donc, Isabelle a fait passer la petite machine, c'est fait. Oui, donc, Michel, de temps en temps... on s'énervait un peu l'un l'autre, parce que lui, il était tellement calme que j'avais envie de le secouer. Et moi, j'étais tellement tête en l'air, farfelue, que ça le fatiguait aussi. Et de temps en temps, il me disait, elle m'énerve, mais elle a toujours raison. Alors ça le mettait hors de lui, parce qu'il me démontrait des trucs, puis je disais, bon, pas la peine. Ou bien alors, elle m'épatera toujours.
Et je crois que jusqu'à la fin de ses jours, je l'ai épaté. Et c'était très bien comme ça. Et il me disait, Michel est très avare de compliments. Tous ceux qui sont là et qui l'ont connu, dont ses étudiants, vous diront qu'il ne faisait pas facilement des compliments. Mais moi, il m'en a fait un que je trouve inestimable. Il me disait, avec toi, au moins, je ne me suis jamais ennuyée. Sous-entendu, tu m'as bien fait suer, tu m'en as fait voir des vertes et des pas mûres, mais je me suis bien amusée toute ma vie avec toi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que l'équilibre est indispensable quand on veut faire une grande carrière. Il faut la maison et il faut le travail. Donc, il trouvait à la maison justement un petit peu de la fantaisie, du farfelu qui lui manquait un petit peu. Je pense que M. Pecker ne m'a pas connue sous cet angle-là. Il me regarde avec des yeux ronds en se disant « mais je ne la connaissais pas comme ça ». Voilà, hein, Jean-Claude. Que je remercie infiniment parce que c'est grâce à Jean-Claude que nous sommes allés à Nice, parce que les ânes déménageaient à Nice. On rentrait des États-Unis et ils déménageaient à Nice. Et je dis à Michel, oh là là, j'ai vu Rosine, elle m'a dit, partent à Nice, oh, ils ont de la veine. Moi, petite campagnarde, je me retrouvais au 8e étage du Dour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça pouvait être pour moi, que regardez, je ne voyais pas un arbre, pas un petit oiseau, pas une fleur. C'était trop pour moi. Et il me dit gentiment, tu veux aller à Nice? Je lui dis, ah oui. Il me dit, c'est pas compliqué, je vais écrire à mon ami Jean-Claude. Il a écrit à Jean-Claude Pecker, qui lui a répondu une lettre absolument merveilleuse, dont je le remercie encore, en disant « Mais Michel, des gars comme toi, j'en veux des tonnes, et tu es le bienvenu. » Et voilà. Et donc, je ne sais pas si on était bienvenus, mais en tout cas, on est venus. Voilà. Et c'était... Bon, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Il y avait quelque chose que je voulais vous lire, parce qu'à la mort de Michel, j'ai reçu des lettres absolument merveilleuses, magnifiques. Et j'en ai reçu, je ne peux pas toutes les lire, donc je remercie tous ceux qui m'en ont envoyé. Il y a des gens qui sont là, que je remercie. Et je voulais vous lire quelques passages qui illustrent un petit peu ce qu'était Michel. C'est un de ses anciens étudiants. Alors, qui me disait donc, cher Michel, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la mort de Michel, etc., etc. Bon, donc il a été étudiant, il raconte comment il a été étudiant de Michel. Et ensuite, il dit, d'autres plus qualifiés que moi feront son éloge scientifique. Vous savez combien il était apprécié dans le monde savant, non seulement pour... oh là, j'ai tellement affiné ma lettre. Pour son immense talent et sa rigueur, mais aussi pour sa gentillesse et sa très grande modestie. Ses cours et ses séminaires étaient lumineux, et le seul reproche qu'on pouvait lui faire était de donner l'impression que les choses les plus difficiles étaient simples. Mais comme Poincaré, il ne cachait pas que lorsqu'il trouvait, sans avoir l'air de chercher, c'est qu'il avait longtemps cherché, sans trouver. Il laisse une œuvre qui aurait fait la réputation de plusieurs chercheurs dans divers domaines. Il n'est pas fréquent qu'un savant ait son nom attaché à une découverte passée de son vivant. Qu'est-ce qu'il écrit mal ? Dans les manuels. Qui n'a pas trouvé sur sa route d'étudiant l'attracteur de Hénon ? Et ce n'est pourtant là qu'une très petite partie de sa contribution à la science. Ses amis n'oublieront pas Michel, ses élèves non plus. À vous, Michel, à vos enfants, je dis toutes mes condoléances. Amitié. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Je trouve que c'est un très très bel hommage, mais j'ai reçu des dizaines de lettres comme ça, je trouve que c'était superbe. On n'a qu'un regret dans ces cas-là, c'est que l'intéressé ne puisse pas les lire. Alors, si tu es quelque part là-haut que tu m'entends, eh ben voilà, tout ce qui a été dit, donc je vais rendre ce précieux micro et je vous rends votre liberté. Voilà. Merci beaucoup, c'était formidable. Ah oui. Bien, écoutez, ces deux journées sont terminées, sont bien terminées, je trouve. L'intervention de Madame Hénon était vraiment formidable. Je voudrais vous dire que maintenant que vous êtes tous invités à l'Institut d'astrophysique, c'est pas très loin, c'est à
1 kilomètre, 1,5 kilomètre à pied. Donc vous êtes tous invités parce que vous avez peut-être vu dans le programme que l'Institut d'astrophysique, le conseil de l'Institut avait donné un avis favorable. Le directeur a accepté que l'une des salles de l'Institut s'appelle salle Michel Hénon. Donc on a profité de ces 2 jours pour faire une petite manifestation, une sorte d'inauguration, si vous voulez, avec, vous verrez, il y aura une plaque, de la salle qui a été retenue pour s'appeler la salle Michel Hénon. Voilà. Donc ça devrait se faire d'ici 1 heure, 1 heure et demie à peu près, le temps d'y aller, de prendre un petit pot, je ne sais pas. En tous les cas, je vous invite tous à aller à l'IAP, c'est vraiment pas très loin. Voilà, merci à tout à l'heure.